Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI, là, un jeune économiste, Enomi Germain. Germain, bonne nouvelle. Eh bien, nous là, et je salue tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices qui captent de nous. Eh bien, nous là, Robertson n'a pas Kembe. Bien content de vous, peut-être que vous découvert pour la première fois et vous avez envie qu'on qui est souillé. Un petit portrait rapide. Eh bien, voilà, moi-même, c'est Enomi Germain. Enomi Germain, qui est un économiste quantitativiste, je veux dire, qui est formé au CTPEA. CTPEA, c'est le Centre de technique de planification et d'économie appliquée. Eh bien, nous avons 3 ans d'expérience. Nous travaillons pour un peu l'institution privée, nous travaillons pour l'État, notamment au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie. Et récemment, nous quittons poste nous comme chef de rubrique économique du journal Le National. Économiste quantitativiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des économistes qui non seulement regardent théorie économique, mais qui regardent mathématisation autour. Parce que ce qui arrive, c'est que à l'époque, avec des économistes comme Adam Smith et David Ricardo, si vous voulez me citer ça seulement, et l'économie était beaucoup plus théorique. Comme si on a formulé des lois sur l'économie, etc. Il ne faut pas oublier que l'économie a une origine philosophique. Mais maintenant, il y a de cela plusieurs décennies côté que il y a une mathématisation économique qui fait, qui dit que si nous regardons les choses, il faut que nous quantifier. Il faut utiliser des méthodes. Et c'est ça où l'économie quantitative, comme si qui tient compte de relations mathématiques, qui chiffrent les choses, qui prennent réalité, qui chiffrent pour dire que mais qui ça le cabaye, mais qui ça le cabaye. Avec nous, nous allons aborder plusieurs thématiques de l'actualité, salaire minimum, politique économique, et politique de change, et taux de change, c'est un sujet d'actualité. Discussion qu'a fait dans notre société pour que un alignement et tarif nous sur tarif extérieur commun, des avantages du cabaye pour protéger la production locale, l'augmentation du prix du pétrole là, sur le marché et incidence inflationniste tout au moins sur le transport là et d'autres filières selon ce que le monde dit. Et ce scandale de corruption qui concernait la compagnie brésilienne Odebrecht et l'équipe Gros l'État qui marrait concret avec autour on a regardé dit la réponse institutionnelle que nous devons gagner par rapport à ce phénomène. Ça souligne que la corruption est privée de ressources l'État et qui gagne pour mission de fournir des services. Donc, des thématiques assez importantes. D'abord, sur le salaire minimum, il faut forcément suivre les débats. Il y avait des crises sociales qui couvraient et l'inflation et l'augmentation des prix des produits pétroliers. Et puis, boum, les coïncidences, il y a eu ce mouvement tout au monde des ouvriers du secteur de la sous-traitance textile qui demandait 800 gouttes d'augmentation de salaire. Là, il y a un bras de fer. Et sur la question de l'augmentation du salaire minimum, quelle est votre position de principe au regard de la loi sur le salaire minimum? D'accord, merci. Ma position de principe, c'est que il est légitime que le salaire minimum n'a augmenté. Parce que le salaire minimum, on doit regarder par rapport au coût de la vie. Genre peut-être la loi sur le salaire minimum n'a expliqué là. Jeudi, il dit depuis une augmentation de plus de 10%, il faut qu'il y ait un ajustement de salaire. Et jeudi, on a parlé d'une inflation qui est à 14,6%. Dans toute société, lorsque le coût de la vie a augmenté, eh bien, le salaire minimum, ça est interprofessionnel. Là, malheureusement, je on a parlé seulement pour ouvrir le secteur textile. Mais en plus, le monde qui est dans l'administration de l'État, tu as supposément des tout. Moi-même, je connais des gens de l'administration publique qui ont touché, par exemple, 10 000 gouttes par mois. C'est-à-dire que ouvrier n'est pas même obligé d'arriver dans le stade à faire manifestation pour le salaire minimum. C'est des bagages qui reviennent au de droit. Comme si le coût de la vie a augmenté, nous avons une inflation qui est extrêmement élevée, donc le coût de la vie a élevé. Donc, il est tout à fait normal pour que, quelle que soit la situation d'entreprise, que le patron a dit, etc., dans une situation difficile, le salaire minimum doit augmenter. Maintenant, à combien il doit augmenter? Est-ce qu'elle doit passer de 350 gouttes à 800 gouttes? Ça, c'est la grande question. Maintenant, cette question doit être répondue peut-être par le Conseil supérieur salaire là. Parce que qui ça nous doit regarder? Nous devons regarder dernier ajustement de fait à quel niveau salaire là payé. Et maintenant, nous regardons comment la vie est. Nous seulement faisons règle de 3, c'est extrêmement facile. Nous faisons règle de 3, nous disons, mais côté le arrivé. Nous ne sommes pas obligés d'en ouvrir à monter comme si au créneau pour qu'il y ait demandé augmentation du salaire minimum, qu'il y fixé et il demandé 800 gouttes. Même si moi-même, position pas tout, c'est que 800 gouttes là, c'est peut-être un barème de discussion. Un barème de discussion qui ont imposé pour qu'ils arrivent et dans ça, moi-même, position, c'est que oui, il doit augmenter. Maintenant, à combien? Peut-être que des techniciens qui doivent faire ces estimations, c'est plus que doublé. Est-ce que du jour au lendemain, même qui est économiste, et salaire la qualité le double? Non, pas quoi ça. Et c'est ça que je dis. C'est peut-être cette faille institutionnelle au niveau du Conseil supérieur des salaires qui pas de responsabilité avant ça pour te dire que l'ELT augmenté, le salaire là t'es à 350 gouttes, mais comment coût la vie a été? Je dis à la mais coût la vie comment qu'a estimé, dans quel niveau le arrivé. Comme si m'dadou 800 gouttes là moi-même, m'pas penser c'est salier, mais maintenant pour nous arriver dans salle d'adou il faut gagner des calculs qui fait, faut gagner des exercices qui fait. C'est comme ça le fait dans tout pays parce que justement, je dis en toute bagaille, c'est technique.
Ces techniques et les méthodes sont là. On utilise des méthodes où comment ça le minimum de fixer. Et qui ça argumenté patron dit pour vous, certains ont d'ailleurs souligné que salaire bas c'est un élément d'attractivité secteur. Si salaire bas là c'est un élément d'attractivité secteur là, eh bien tout lycée on a un élément tout cap garder des travailleurs dans la pauvreté tout, faut reconnaître ça tout. Moi même pas penser comme ça. D'ailleurs moi même penser qu'il faut peut-être faire une comparaison entre le salaire en Haïti et le salaire dans les autres pays compétitifs dans le secteur ça. Donc pour nous est-ce que c'est ça livré? Moi même pas penser nous considérer salaire bas pour que des patrons a dit que nous cap d'ailleurs c'est pas patron pour te ça. Parce que si le secteur compétitif veut dire qu'il y a plus d'entreprises qui viennent, si plus d'entreprises viennent, le marché est beaucoup plus concurrentiel, qui n'est pas bon pour les patrons. Donc, les patrons ne sont pas mieux placés pour qu'ils aient argumentaire ça. Moi, je pense que c'est argumentaire peut-être qui est donné par l'État. Et maintenant, il se pose aussi un problème au niveau des patrons. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que même l'État, je dis, je ne suis pas sûr qu'il y ait des données sous profit sur les patrons. Donc, les données ne sont pas transparentes, comme si les patrons n'ont pas agi de façon transparente. Et parce que le problème de transparence, il y a des informations ou pas qu'à quoi elle. Ouvrier tout le pas quoi ça. Ça patron a dit là le pas quoi tout. Donc moi je pense que salaire bas vraiment pas pi bon choix. Salaire bas peut-être cap bon pour patron parce que justement les coûts de production li attaquent. Mais salaire bas justement il pas bon pour l'ensemble de la société. Maintenant deux arguments qui évoquaient c'est en dollars, donneur d'ordre payé pour 8 heures de temps de travail, on n'a pas de salaire minimum, non, pas de salaire de production. Et il y a des gens qui disent, et pendant la dernière année, ça tout au moins, et patron a bénéficié de taux de changement par rapport à l'évaluation de là vis-à-vis de dollars. Là, d'où nécessité pour eux payer directement ouvriers en dollars. Ça argument ça vaut pour nommer Germain. Bon, moi-même, pas chita dans la question payer en dollars là. C'est là que je dis un gros problème de transparence. Le patron qu'on a fait ça a donné pas de sous-table pour tout le monde. Et je dis peut-être que la situation n'est pas bonne pour eux par rapport à l'augmentation de taux de change là. Donc, il a avancé le conseil, il a dit que, par exemple, le patron a dit que, écoutez, il n'y a pas payer en dollars. Moi-même, pas dans la dollarisation économique, nous ne pouvons pas payer ouvrier en dollars, nous payons ouvrier en good. D'ailleurs, question dollar, ça faut lutter contre les peut-être que nous allons aborder des questions tout à l'heure. Question augmentation de taux de change, augmentation incessante de taux de change, il faut nous combattre. Mais maintenant, moi, je pense que il faut nous payer ouvrier en monnaie nationale, en good, mais maintenant, il faut que nous payions ça, il doit toucher véritablement. Maintenant, l'autre débat, si ce secteur a un important potentiel en termes de création d'emplois. Pour 2018, perspective souligne qu'il y a 20 000 emplois qui ont créé et à la fin de l'exercice, il y a des gens qui tablent autour de 50-60 000 emplois. Ce sont des chiffres partagés par des responsables de l'ADI. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager la possibilité de faire des économies d'échelle si effectivement et potentiel ça là en termes de création d'emplois? Eh bien justement, il y a cette possibilité. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est ma position, oui, nous pouvons attirer investissement direct étranger dans le secteur textile là. Oui, nous pouvons attirer en pile entreprise. Mais maintenant, il faut que nous pas dire pas attirer le tout pour que nous perpétuer les gens qui travaillent autour dans la misère. Et c'est ça ma position. Oui, nous pouvons attirer un salaire minimum qui est ajusté par rapport au coût de la vie, n'a toujours qu'à attirer. D'ailleurs, Haïti, il bénéficie des avantages, notamment avec la question de loi OP, loi LP, etc. Oui, nous pouvons attirer. Perspective, il y a toujours chita sous lui, pendant que Perspective a dit que oui, n'a pas amélioré l'économie globalement. Maintenant, pendant qu'on a amélioré la situation économique du pays globalement, eh bien, les ouvriers aussi, il faut qu'ils aient un minimum de niveau de vie. Et minimum niveau de vie, ça, il dépend forcément de salaire. Donc, c'est ça que fait moi-même, en dépit de toutes les perspectives qu'il a gagnées, qui dit que, écoutez, et nous besoin d'attirer investissement direct étranger dans le secteur ça. Mais tout, moi-même, je pense que la position de principe, c'est que, eh bien, ouvriers, il faut qu'ils aient un minimum de niveau de vie qui est acceptable dans la société. Donc, c'est ça qui fait extrêmement important pour que vous ajustez les salaires à chaque fois que l'occasion doit présenter. Maintenant, le débat, c'est le Conseil supérieur des salaires. Et il y a deux positions. A dit déjà votre représentant, c'est dans le Nouvel de ce matin. Et l'État a déjà désigné un représentant, mais les syndicats, des syndicats, pour être plus précis, ils craignent que son mouvement de dilatoire qui a fait un plein conflit social autour de l'augmentation de salaire pour renouveler des membres du Conseil supérieur des salaires. Et est-ce que d'après vous, méfiez ça bien placé ou est-ce que l'illustrer des rapports entre ces partenaires sociaux qui
nous avons dit, chita sous suspicion et confrontation pendant la dernière année. C'est ça lié. C'est vraiment une situation de méfiance qui existait entre sous les secteurs. Ouais, l'État là-dedans, l'État désigné représentant, le secteur partout en fait le tout, mais maintenant, ouvrier pas le faire. C'est une situation de méfiance. Mais maintenant, moi, je pense que tout au moins, résultat ou bien solution, c'est là le doyer. Solution, c'est chita sous table. Bon conseil supérieur des salaires, tout le monde voit représentant, ou même si un représentant qui est crédible, c'est voir le tout pour que la négocier avec peut-être des feuilles de route bien claires que au Bali pour négocier. Donc, encore une fois, ça illustre un problème institutionnel, un problème de confiance qui existait dans le pays. Oui, nous avons une institution. Conseil supérieur des salaires, c'est une institution en quelque sorte. Une institution, il n'est pas définie seulement par là, elle est définie par loi et tout. Donc, c'est vrai, représentants, c'est ballon feuille de route pour que nous jouions une solution. Parce que, forcément, solution pas dans la rue. C'est pas dans la rue, lié, côté que on va faire manifestation, on va craser, on va bouler, etc. qui prend la solution. Oui, ou bien des revendications. Maintenant, revendications, il faut un organe qui cache ta solide pour que vous tranchiez, ouais, côté vous arrivez. Donc, c'est ça que fait moi penser que si nous conseil de peut-être ouvrier ou bien syndicats ouvriers dans la rue, c'est désigner des représentants nous qui crédibles, que nous faisons confiance, pour que véritablement, il y a le parler dans nous, il y a le discuter dans nous pour que nous sortions à ça de sortir. Politique monétaire échange, avant nous prendre variable taux de change là, est-ce que nous avons une politique monétaire en Haïti? Si oui, quelles sont les grandes lignes de cette politique? Bon, moi-même, je pense qu'en réalité, et depuis pratiquement l'année 1919, côté que nous passons soulever à taux de change vraiment flexible là, je pense qu'il se pose un problème en termes de politique monétaire en Haïti. Parce que s'il faut une politique, et s'il y a une politique monétaire en Haïti, politique monétaire n'a pas de regarder monnaie seulement comme si la Banque centrale arrêté l'a imprimé comme, parce que ça fait partie aussi de la politique monétaire, l'a imprimé goud, l'a imprimé monnaie dans l'économie, et que l'a intervenu dans l'injection dollars dans l'économie lorsque la situation de change est révélée, est débordante. Donc, moi, je pense qu'en quelque sorte, nous pas vraiment gagné des stratégies en termes de politique monétaire en Haïti. Nous pas gagné, sinon il n'est pas sorti. Sinon, pas sorti parce que justement, politique monétaire là, c'est pas écrit pour l'écrit, c'est chaque jour que je vivre. Dans la réalité quotidienne, il faut que je vive politique monétaire là. Donc, moi-même, on politique monétaire qui consistait essentiellement en l'injection de dollars sur le marché économique, je parle de politique monétaire. Soit passer de mesures, ça. Et injection de dollars dans l'économie, et tout le monde connaît, sont mesures ponctuelles. Véritable remède là, tout le monde connaît tout, c'est la question de la production. Donc, maintenant, étant donné que le problème, est arrivé à l'exacerbation, problème non, taux de changement qui était presque atteint, ou du moins qui était atteint 70 gouttes, qui était vraiment seuil psychologique, qui était choqué tout le monde, à tel point que, etc., des gens ont fait article sur lui, à gauche, à droite, etc., sensibiliser les gens dans la radio, etc., sur question. Donc, moi, je pense que dans la situation, ça, il fallait une mesure ponctuelle. Et mais la mesure ponctuelle qui est arrivée après que, ou bien BRH qui était en rencontre avec le Sénat, il a dit, alors, le gouverneur a pris engagement pour qu'il injecte chaque mois 20 millions de dollars dans l'économie. Moi, je pense que ce sont mesures ponctuelles pour que calmer la tension. Oui, il faut calmer la tension parce que justement, nous dit que la tension psychologique côté que des gens ont choqué. Mais maintenant, jusqu'à quand la BRH peut-elle tenir une telle intervention? Parce que, pas oublier, l'objet comme dans l'économie, quand on joue une cobla, ce n'est pas un sous intarissable qui va être cobla. C'est qui s'allie, c'est des réserves de change que BRH disposait. Et puis, à l'aide de réserves de change, il prend là-dedans à tout instant, il injecte dans l'économie. Maintenant, jusqu'à quand BRH lui-même est capable, comme si nous fait type intervention ça. Donc, étant donné que le clair que BRH n'a pas arrêté de faire tout le temps, peut-être que moi-même, je te dis ça, la situation de taux de change sont bonnes à retardement. Parce que lorsque BRH n'a plus cette capacité de prendre 20 millions de dollars chaque mois injectés dans l'économie, et mais taux de change sont à peser, et mais il va atteindre une situation normale, comme si nous avons sorti, la volé. C'est ça, me bombe à retardement. Oui, il faut ces mesures, mais maintenant, il faut parallèlement des mesures structurelles consistant notamment à renforcer la production pour que, véritablement, question taux de change, nous arrivions à battre avec lui. Déficit, nous, en termes de production, fait que balance commerciale non déficitaire, nous importons plus que nous exportons, et une asymétrie totale entre importation et exportation. Est-ce l'unique cause qui expliquait dépréciation de la gourde? C'est pas unique cause, mais vraiment ça c'est cause classique là, parce que au Sud-Île, nous importons pour pratiquement 4 milliards de dollars américains, nous importons pour un petit peu moins de 2 milliards de dollars américains, donc nous avons un déficit commercial de pratiquement 3 milliards de dollars américains. Donc oui, voilà, nous avons un déficit commercial de 3 milliards de dollars américains, ça explique tout. Donc ça vraiment c'est élément classique qui expliquait, soulever la dépréciation de la gourde par rapport au dollar. Dans tout pays, ça a vraiment son grand facteur. Mais maintenant en Haïti, il y a un autre problème. Pas oublier que le taux de change là,
et durant 5 dernières années, il prend vitesse de croisière, c'est à partir de 2015. De janvier à décembre 2015, on a un taux de change qui passait de 46,95 pour un dollar à 56,75 pour un dollar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous période ça, on a une situation qui était vraiment, comme si on a un taux de change vraiment qui était atteint au niveau, en vitesse de croisière extraordinaire. Maintenant, pourquoi? Parce que justement, à la fin de l'année 2015, pas oublier ça, tu as une situation politique tendue. Donc c'est là nous allons venir que ce n'est pas l'unique cause, mais maintenant il y a aussi l'environnement politique aussi qui explique ça. Parce que justement, quand il y a des stabilités, mais forcément il va y avoir des spéculations négatives qui vont le faire sur ça ou les taux de change qui vont l'expliquer ça. Donc ouais, de janvier à décembre, je me dis là, comment le taux de change lui-même atteint une vitesse. Et de 2016 à aujourd'hui, eh bien, rapport CEPAL c'était fait sortir un rapport, il dit que Goudlan les figure au top 5 des monnaies les plus dépréciées en Amérique latine et la Caraïbe pour l'année 2016 là. Encore une fois, c'est la situation politique parce que pas oublier dernier bouleversement politique nous avons une difficulté pour renouveler personnel politique etc. Donc situation ça dans période ça donc ou après que les méthodes changeant était atteint un niveau extraordinaire. Et me fait une recherche sur ça, me regarder corrélation qui gagne entre augmentation de taux de change et situation politique. Me regarder dans 2004 et pas oublier ça 2004 où gagne taux de change qui était un envolé extraordinaire parce que justement nous dans une situation de coup d'état. Donc me vinn que gagner ça aurait une corrélation positive entre augmentation de taux de change et situation politique là. Plus que situation politique là détériorée, c'est plus que taux de change lui-même là pour augmenter. Donc c'est pas l'unique élément sur ce dit, mais vraiment ça sont éléments déficit budgétaire sur le long terme dans lequel l'État haïtien s'est installé parce que justement il y a des pratiques de mauvaise gouvernance. Est-ce que c'est des variables qui méritent analyser dans analyse sur le taux de change? Évidemment, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a des déficits budgétaires, j'en suis dit, c'est que la Banque centrale obligée de financer l'État. Parce que quand il y a un déficit, eh bien, le manque à gagner, c'est la BRH aider l'État à jeûner. L'aider le jeûner en good, vient faire que une quantité de good sous marché qui vient beaucoup plus. Et quand il y a cette quantité de good qui est beaucoup plus, lors de l'offre et de la demande, mais forcément la good va perdre du valeur. Donc déficit budgétaire là, je vous dis, et c'est ça qui fait l'important tout. Il y a une bataille contre le taux de change là, c'est bataille tout pour que vous assainir la question des finances publiques, parce que tout le temps on a fait déficit, c'est tout le temps tout que vous avez taux de change là qui prend encore son lot variable important que nous avons gardé là-dedans parce que justement on a l'État qui inscrit dans la dynamique ça. Maintenant, déficit budgétaire là, les tributaires également ont un ensemble de ressources que l'État n'a pas mis en condition pour le capter, notamment des ressources sur les importations illégales, ça justement, contrebande là. Maintenant, gagner dans le moment de parler un débat qui a fait et qui a agité notamment par le Forum économique secteur privé sur la nécessité d'augmenter les tarifs douaniers pour que nous alignions sur les tarifs extérieurs communs. Non, l'idée de protection de la production nationale. Maintenant, nous avons besoin d'une opinion sur l'augmentation et sur le comment de réaliser cette augmentation, parce que s'il n'est pas fait de manière graduelle et proportionnelle, il risquerait des conséquences inflationnistes et provoquer des erreurs sociaux. Justement. D'abord, ça me dit c'est que si le secteur privé a demandé ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a un secteur privé qui gagne une velléité soufflée tout au moins pour que il sorti dans la question d'importation pour entrer dans la production. Moi, je pense que c'est l'essentiel, même dans tout pays fait là, pour que nous protéger la production nationale. Les États-Unis d'Amérique fait, la République dominicaine plaide fait ça, comme si nous avons protéger la production nationale. Moi, je pense que l'extrêmement urgent aujourd'hui, c'est urgent, pour que nous alignions véritablement le tarif douanier par rapport aux autres pays, tout au moins de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Pour que véritablement, production agricole, tout au moins, les capons souffrent. En pile production, en pile produit, nous avons fait par exemple du riz aujourd'hui, là, nous avons une situation, c'est qu'on a du riz américain, on a du riz étranger soufflé qui est beaucoup plus compétitif en termes de prix sur le marché. Donc, qui fait que, on gagne une production nationale, elle n'a pas qu'à relancer parce que le producteur a le travail, l'agriculteur n'a pas qu'à vendre livrer. Il n'est pas compétitif par rapport au prix. Il n'est pas compétitif parce que c'est moins qu'acheter, c'est où qu'acheter parce que nous avons un minimum. Et c'est des filières qui sont subventionnées, qui ont une subvention publique aux États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple. Le secteur agricole même, en République dominicaine aussi. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Mon opinion, c'est que c'est une bonne chose que nous arrivions dans une situation pour que nous augmenter la production. Maintenant, conséquences inflationnistes, je pense qu'il y a un débat là. Ça, c'est l'autre aspect de opinion sur lui. Je pense qu'il y a un débat. Le débat, c'est quoi? Le débat, c'est que si nous arrivons véritablement dans la question de production nationale là, comme si nous avons dit protéger la production nationale là, qui ça veut dire? Il veut dire que nous avons plus de produits qui sont disponibles. Si nous avons des produits disponibles, nous sommes plus compétitifs par rapport au reste du monde, mais il veut dire que nous achetons dans un pays en pito. Si nous achetons dans un pays en pito, est-ce que là, le prix est beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher? Là, c'est la grande question. Donc, moi, je pense que la pression inflationniste est très relative. Très relatif parce que si la production nous est protégée, il n'est pas forcément veut dire que nous avons une inflation. Et nous ne jamais. Justement, l'économie, c'est une science. Et pour réussir à mettre pays en mode production, il doit y avoir cette cohérence dans l'ensemble de politiques publiques.
politique commerciale, et qui politique économique ou qui politique fiscale ou qui politique commerciale ou et politique monétaire pour que vous ayez articulation ça pour que l'argent, le loyer de l'argent, les différents instruments financiers pas constituer des freins. Pour est-ce que ouais, nous avons une réflexion stratégique ça pour que nous doser pendant qu'on prend des décisions courageuses pour la production? Donc, mais c'est là le grand problème. Le grand problème, c'est que, oui, nous dit que nous avons une volonté pour nous relancer l'économie qui implique toute politique, ça aussi dit là. Maintenant, le problème, c'est que nous faisons des interventions ponctuelles qui ne sont pas cohérentes. Ils ne sont pas cohérents parce que, justement, nous partons compte de tout aspect ça. Nous disons que nous allons dans tel domaine, nous avons fait des interventions. Peut-être, par exemple, si nous prenons un changement, qui peut-être beaucoup parler de lien, par exemple. Mais, ou pas ouais que l'inscrit non dynamique de long terme, ou plus son action politique ponctuelle. Ou action politique ponctuelle parce que, si vous voulez, on regarde, nous te dit, nous allons les États généraux. En tout cas, le président a annoncé les États généraux sectoriels. Mais maintenant, qui ça doit précéder l'autre? Car avant de précéder les États généraux, ou bien États généraux, ils ont montré un diagnostic, ils ont dit, mais qui problème qui gagne pour que nous fassions des interventions? Qui ça doit précéder l'autre? Normalement, c'est États généraux sectoriels qui doit précéder Caravana, ouais, c'est Caravana qui fait. Donc, il se pose un problème de cohérence. Nous dit que, ou bien, si vous voulez, les politiques disent que nous voulons côté sur le plan économique, notamment pour voir ça. Mais maintenant, l'ensemble des actions, mais parce que justement, ils ont entaché de problèmes de cohérence, donc on voit que véritablement, ce n'est pas ça lié. C'est-à-dire qu'il se pose un problème au niveau des logiques. Donc, politique fiscale, on va parler à politique économique, par contre, politique agricole supplémentaire là-dedans tout. Donc, on voit pas de cohérence, et puisque pas de cohérence, forcément, nous ne pouvons pas prévu côté de privé. Donc, il n'y a pas de long terme. Il n'y a pas de long terme là-dedans. Il n'y a pas de long terme là-dedans. Donc, moi, je pense que c'est vraiment fond bac. Dit que, en termes de méthode, en termes de stratégie, nous t'es péché. Et comme nous t'es péché, maintenant, on rentre dans la normale. On rentre dans chaque méthodique là pour que nous dit que on regarde le secteur, on regarde qui problème il y a, et maintenant, nous allons faire des interventions là-dedans. Maintenant, l'exigence du citoyen, du votant, qui élise des sénateurs, des députés sur la base de rien du tout, pas de programme, c'est des lieux communs. Quelque part, est-ce que nous, en tant que pays, en tant que société, ne payons pas le prix de notre, pas vous dire manque d'intelligence, mais de notre envie de dire quand même. Oui, au fait c'est ça. Malheureusement, nous avons une population qui, depuis plusieurs décennies, c'est ça l'a fait. Comme si nous avons gardé des gouvernants, voté, et qui n'ont pas aucun résultat. Mais maintenant, moi, je pense que le problème, ça, nous doit adresser nos niveaux beaucoup plus haut. Par exemple, je pense qu'il s'agit aussi de problèmes institutionnels. Pourquoi? Parce que la population, lorsqu'elle dit que l'Ibral revendiquer ou bien la font l'autre, par contre, non, il vote des gouvernants qui doivent intervenir. Donc là, on a parlé de manifestation. C'est parce qu'il y a un problème de société civile dans le pays qui n'est pas fort. Même scandale de corruption soit parlé. Il y a une différence de société civile en Haïti et République dominicaine qui explique dans quelque sorte. Donc, moi, je pense que le problème, oui, son population qui n'est pas intelligente ou qui manque intelligent, leur a choisi. Nous ne pas oublier que nous-mêmes nous choisissons sous émotion. Élection générale sous émotion. Mais maintenant, il y a l'autre pays qui a un minimum de rationalité dans le choix qui dit que, tel côté nous pas là, tel côté nous pas là. Maintenant, qui peut éclairer la population ça qui aujourd'hui, à majorité analphabète, tout cap expliquer le côté pour le faire. On a parlé des médias, on a parlé des églises, des groupes organisés de la société civile. Justement. Maintenant, on nous prend le point, augmentation du prix des produits pétroliers, des déficits en termes de perception de recettes sur les produits pétroliers, fait que le gouvernement a des décisions plus difficiles, augmentation des ressources, parce que dit il faut que l'État fonctionne, et si le déficit se creuse, il y a des incidences sur le taux de change, donc quelque part, il n'y a pas de solution facile par rapport à cette décision que des membres du gouvernement ont une décision courageuse. Maintenant, comment vous analysez les impacts? En 2016, l'opinion sur cette question, c'était que l'augmentation du prix des produits pétroliers, ils sont nécessités. Mais maintenant, il n'est pas opportun. Lorsque vous gagnez. On nécessite pas opportun. Il n'est pas opportun. Okay. Parce que ça qui est arrivé, c'est que vous avez une inflation qui était 18 carats. Vous avez une inflation à l'époque qui était presque atteint les 15%, pas oublier ça. Et deuxièmement, vous avez gagné une réouverture des classes, une période de réouverture des classes, côté que forcément, grand pile qui va le mobiliser, etc., par parents, etc., je ne dis pas opportun. Mais je dis encore, l'opportunité ne se présente pas. L'opportunité ne se présente pas parce que justement, les éléments macroéconomiques montrent que la situation n'est pas facile. Maintenant, comme situation n'est pas facile, pour la population, l'opportunité n'est pas présentée parce que tout le monde connaît ça, ou gagne un produit pétrolier, ou même transversal, etc. Forcément, il va gagner des répercussions sur toute catégorie de la population. Maintenant, sont mesures nécessaires mais qui ne sont pas opportunes. Maintenant, est-ce que l'État n'a pas de prendre décision ça? Moi, je pense que d'un côté, oui, l'État doit prendre décision pour que l'augmenter, mais prix produits pétroliers sur le marché. Maintenant, prendre, c'est comment? Prendre décision, ça, c'est pourquoi? Surtout pourquoi? On dit que
et ou prend des décisions par des répercussions. Par exemple, dernier ajustement fait là, le fait que l'État a un chiffre dit que l'État a 23 millions de gouttes par jour de surplus. Donc ça veut dire quand même ça représente beaucoup. Ça représente beaucoup. Maintenant, est-ce que comme ça, vous pouvez investir dans des programmes, dans des projets durables qui vont permettre à la population, par contre, dans 2 mois qui viennent là, dans 3 mois qui viennent là, peut-être que la population elle-même après on va aller mieux. Donc s'il pas ça, nous ne sommes pas obligés de prendre. Parce que si une bonne population va vivre beaucoup plus difficilement et que la population va vivre même j'en vivre avant, nous ne sommes pas obligés de prendre. Que comme là, l'État là, etc., la population est bénéficiaire parce que quand même l'État prend une subvention. L'État a une subvention pour la population. Mais si vous prenez par exemple comme là, le gaspiller dans la corruption par exemple, et que nous ne pouvons pas faire un de sérieux avec elle, qui quitté. Donc moi je pense que je dis là, nous avons peut-être 2 mois, nous avons peut-être 3 mois pour nous voir qui résultat comme ça au bail. Faut nous côté dans le budget, comme ça nous dit qu'il va aller, dans quelle ligne budgétaire. Et non seulement nous dans quelle ligne budgétaire, nous voyons qui ça au faveur. Parce que justement, s'il n'y a pas de résultat, moi je pense que la mesure n'est pas importante pour nous prendre. Nous pour l'autre point, scandale corruption au Odebrecht, des gros autobrés. En République dominicaine, des ministres, des parlementaires, des présidents, chambres, députés et Sénat, eh bien, ils ont épinglé là, devant la justice, ils ont risqué jusqu'à 18 mois de prison, corruption et blanchiment, détournement. Gros scandale. Encore une fois, Odebrecht et firme brésilienne qui est au cœur de ce scandale. Ça, donc, qui ça? Moi-même, ça dit que ça montre justement la différence institutionnelle entre les deux pays, tout simplement. Qu'est-ce qui arrive? République dominicaine, son pays qui a fait un pile effort pour que il bataille contre la corruption. On regarde le dernier rapport de Transparency International, par exemple. Au République dominicaine, une correcte est classée, si je ne me trompe pas, c'était en 82e position, comme si je me sous 176 pays. Alors que au Haïti qui était placé en 159e position sous 176 pays. Donc ça, c'est seulement un élément pour que les montre que la proportion de la corruption en République dominicaine est beaucoup moins élevée qu'en Haïti, par exemple. Donc, mais problème non, comme on a parlé de corruption, et la corruption, il faut comprendre la corruption dans une logique institutionnelle, ça montre une faiblesse de toute institution. Qui est institution? On a parlé de la justice, on a parlé de société civile dans tout, parce que je dis là, qu'on implication société civile dans cette fête là. Alors qu'en Haïti, eh bien, nous avons des fonds pétro-caribés. Je dis, tout le monde connaît, il y a un rapport qui indexe des monnaies, etc., etc. Mais rien pour qu'on fait, comme si ou tu as dit son rapport qui était dans les tiroirs. Donc, comme si la justice n'a pas fait travailler, la société civile ne met absolument aucune pression pour que les mandats des autorités ou bien des gens qui sont responsables prennent disposition pour nous connaître côté plus de 2 milliards de dollars ça va aller. Et bien maintenant, que prochaine génération va le payer. Donc, ça, c'est vraiment la différence institutionnelle entre les deux pays. Moi, je pense que quand même, ce n'est pas un signal parce que le signal là, vous voyez déjà dans tout rapport nous, il est beaucoup mieux classé que nous. Et rapport ça, c'est des rapports qui sont faits avec des indicateurs objectifs. Donc, moi, je pense que vraiment, nous devons emboîter le pas. Marche verte. Pression médiatique, société civile, des centaines de milliers de monde en République dominicaine, ils prennent la rue, ils disent non à la corruption, il faut des actions et les actions ont suivi en attendant pour ça. Il faut bien entendu respecter le principe de présomption d'innocence. Lors superposé de réalité, ça se dit là qu'on défense institutionnelle de l'autre côté, en nommé institution, c'est la Cour supérieure des comptes, c'est le Conseil national de passation de marché public, c'est le Sénat de la République, c'est l'Inspection générale des finances, c'est l'ULCC, c'est l'UCREF, c'est toute institution qui est là pour veiller à un bon fonctionnement de l'institution, au respect des lois sur la comptabilité publique et des passations de marché public. Maintenant, l'organe là au niveau institutionnel, ou regardez nous un statu quo ça qui a perpétué, ou sont indexés et longé droit sous responsabilité l'État. Et maintenant, la société a accepté ça et non Niger. Société a accepté, et c'est ça, je dis, société a accepté pour qui ça? Parce que justement, nous n'avons pas une société organisée. Nous n'avons pas une société organisée. Mais nous sommes dit, société, qui ça fait société? On a parlé de ensemble population, mais qui ça représente? Mais notamment, les institutions de la société civile, c'est des représentants légitimes de la société que oui. Des représentants légitimes de la société qui gardent eux-mêmes tout reste parti dans la société. Donc, puisque nous gardons, nous pas exiger rien, les institutions sont différentes, nous connaissons ce qui passe dans le UCREF aujourd'hui là. Dans le Parlement, vraiment, il y a de gros batailles d'intérêt. Oui, dans l'autre pays, il y a de gros batailles d'intérêt, ça, au côté que m'a protégé arrière, m'a protégé tel bagage. Mais maintenant, il y a peut-être l'essentiel, mais sur quoi on ne négocie pas. Justement, il y a des scandales de corruption, des scandales de blanchiment des avoirs, etc. Mais maintenant, il y a des gens pour que nous disent que des gens qui font des interventions. C'est non-paiement de taxes, on te dit que c'est un vote politique, il n'est pas technique. Par exemple, un rapport indexé pour le ministre qui dit qu'il paye 5 ans d'impôts en seul coup. Et il y a des sénateurs, des sages, des députés qui face caméra te disent que son vote politique. Et là, ça passe. Et là, encore une fois, vraiment, c'est ça me relève, on faillite institution. Le Parlement, c'est une institution en faillite.
le Parlement n'assume pas ses responsabilités. Donc, ou gagner, au fait, c'est pas seulement celui qui devient le Premier ministre qui dans une situation pas payer taxe. Mais pratiquement toute société n'a pas payé taxe. Mais la pression fiscale en Haïti, c'est autour de 13%. Qui ça veut dire? Il veut dire que sous chaque 100 gouttes de l'État a doué joindre dans taxe, c'est seulement 13 gouttes de joindre. Donc ça veut dire clair que la société n'a pas payé taxe et m'a dit que la pression fiscale est beaucoup plus bas que tout l'autre pays dans la région. Donc, on va parler de l'Amérique latine et Caraïbes. Donc, ça veut dire que ça veut dire qu'il est connu que la population ne paie pas de taxes. Maintenant, si la population ne paie pas de taxes, maintenant, si il y a des gens qui appellent à prendre la tête de l'État haïtien, faudrait-il que nous tracions exemple sur eux. C'est peut-être là que nous allons voir des signaux, comme Simdadou, de nos institutions qui cherchent à être fortes. Donc, si nous ne pas faire comme ça, donc moi, je pense que c'est vraiment accepter que nous perpétuons dans cette situation. C'est accepter que nous perpétuons dans cette situation et côté que non seulement nous ne pas payer de taxes, mais nous, dans la corruption, nous, dans toute bagaille, etc., etc. Et nous disons merci en pile parce que nous avons fait une bouche sur différentes thématiques de l'actualité. Nous avons pile plaisir par l'avoir. Peut-être nous allons retrouver des Kailon l'autre jour. Merci Robertson Alphonse, pas un problème, c'est un plaisir pour que nous parlions. Le plaisir a été pour moi. Auditeurs, téléspectateurs, c'est dans le bout de Kaisa. Nous espérons des fois plaisir. Nous avons rendez-vous dans l'autre édition. Kimbela, par là.